Donc voilà, on va commencer sur poursuivre ses études ou entrer sur le marché du travail. Ça va être les deux premiers choix. Je vais recommencer, c'est pas grave. Marché du travail, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous gagnez de l'argent. Il y a possibilité de continuer les études beaucoup plus tard en MBA, mais c'est généralement sur 5 6 ans. Ça peut être parfois payé par l'entreprise, donc comptez pas trop sur ça. Et la difficulté, ça va être l'accès aux postes prestigieux. Donc, soit vous avez fait des stages, peut-être parfois dans des grands groupes, ça s'est bien passé. Et j'ai eu beaucoup de personnes qui ont été dans ce cas-là et qui n'ont pas eu d'offre de CDI parce qu'on leur a dit, ouais, mais on prend pas si t'es pas en bac+5. Donc ça, c'est un gros problème. Après, c'est toujours possible. Il y a aussi quelques personnes qui ont eu des travails dans des gros groupes. Donc, c'est pas impossible. Mais dans la majorité des cas, il y a quand même beaucoup de difficultés. Donc ensuite, sur la poursuite des études, l'avantage, ça va être de pouvoir se spécialiser, donc supply chain, finance, et cetera, puisqu'on a parfois une formation un peu généraliste au BBA en fonction de comment on a choisi ses électifs. Et le désavantage, ça va être les coûts directs et les coûts d'opportunité. Donc, coût direct, tu payes ta formation, tout simplement. Et coût d'opportunité, c'est quand tu étudies et que tu n'es pas en alternance, bah, tu n'es pas payé, donc tu ne gagnes pas d'argent. Et indirectement, tu payes de l'argent. Ensuite, en France ou à l'étranger, ça, c'est une autre question qui est beaucoup tombée. Moi, je suis spécialisé sur les poursuites en France, mais de ce que j'ai compris ou des dossiers que j'ai vu passer, des personnes qui m'ont parlé, en France, c'est bien si tu veux rester en France, si tu veux travailler dans des gros groupes français. Il faut, ce qui va être plutôt bien à l'étranger, c'est surtout en fait pour aller à l'étranger tout bêtement. Je vous apprends pas grand-chose, à part si vous pouvez avoir des gros brand names encore, type LSI, LBS, la Bocconi. C'est des excellents établissements qui parfois sont peut-être un peu moins reconnus que des grosses écoles de commerce en France, mais qui à l'étranger ont quand même des grosses réputations. Le point fort en France, c'est que tu peux postuler sur dossier ou avec le Taj Mahal. Taj Mahal, c'est quand même plus facile que le GMAT pour les non-natifs. Sébastien pourra nous en parler un peu. Lui, il avait préparé le GMAT à un moment. Et le point faible en France, c'est qu'à l'international, c'est généralement peu reconnu. C'est pas même avec les plus grosses écoles, bon, HEC peut-être mis à part, qui a quand même un gros brand name, c'est un peu plus compliqué. Donc la conclusion que j'en ai tirée, moi, si tu veux travailler en France sur les entreprises françaises, fais tes études en France. Si tu veux aller à l'étranger, tu peux miser sur des gros brand names et aligner ça au pays que tu veux. Donc si tu travailles dans le monde anglo-saxon, pour ceux qui sont en finance, regardez LSI, LBS, j'ai pas mis, mais vous avez l'Imperial, qui est aussi très bien. Et enfin, là, si on précise, par exemple, si vous continuez, il y a différents types d'établissements. Il y a les écoles de commerce. Soit vous intégrez en programme grande école. Donc, programme grande école, vous reprenez en quatrième année. Donc, il y en a certains qui ont intégré l'ESSEC, comme Sébastien, par exemple. J'en avais aidé quelques-uns. L'avantage, c'est que c'est généralement le programme le plus reconnu en France. Ça permet de se respécialiser, puisqu'on va avoir une césure. On va avoir la possibilité de faire des alternances. Et les points faibles, ça va être le prix sans alternance et la durée pour ceux qui veulent vite rentrer sur le marché du travail. Moi, ce que je recommande, on pourra en parler plus tard sur comment sont reconnus les dossiers, c'est de viser au minimum du top 5. C'est ce qui va vous permettre de passer les screenings pour les meilleurs cabinets de conseil et les meilleures banques d'affaires, même si le ESCP, EDEC, ESSEC sera encore mieux. Mais top 5, c'est déjà pas mal. Après, vous avez master en finance, c'est vraiment excellent, surtout ceux du top 3. Donc, par top 3, j'entends ESCP, ESSEC. Vous vouliez faire de la finance de marché ou d'entreprise, c'est excellent. C'est assez sélectif, mais il y a plusieurs BBA qui l'ont eu, les deux. Donc, c'est faisable avec le SCP ne demande pas de tâche, mais les SEC demandent. Et ça, c'est assez spécifique parce qu'après, vous serez étiqueté finance puisque vous aurez fait un master en finance. Mais ceux du top 3 placent honnêtement quasiment aussi bien que les PGE, si ce n'est pas aussi bien. Donc, ESCP et SEC en MIF ou en PGE, c'est super. Et après, vous avez master spécialisé, vous en avez dans tout. Que ça soit conseil, vous avez le SMIB à l'ESSEC que François vous présentez. Vous avez aussi par exemple, même des choses assez différentes en industrie culturelle. Vous pouvez avoir en marketing. C'est la question aussi si vous voulez faire du FMCG, donc du consumer good ou du luxe. Et moi, dans les deux cas, je vous conseille de faire un master marketing, même si je sais qu'il y a des masters luxe, mais vous n'êtes pas obligé de faire des masters luxe. Vous pouvez faire le MMD de l'ESSEC qui est très bien, par exemple. Ils ne demandent pas de tâches, mais ils vont demander un test d'anglais, de l'aide de reco. Et vous pouvez aussi faire du luxe avec ou de la consommation. Et les défauts, parfois, c'est qu'ils seront moins reconnus. Ça va être assez variable en fonction du master et aussi de l'école. Même s'il y a des écoles comme par exemple Kedge qui ont un super master en supply chain. Si vous voulez faire de la supply, le MAI est super qualitatif et il est effectuable en alternance en plus. Après, vous avez les établissements publics. Donc, vous avez les facs. Le problème des facs, c'est qu'il y a un peu tout. Donc, vous avez des super facs comme Dauphine. Donc, Camille va pouvoir nous parler. Vous avez aussi Sorbonne qui est super, mais un peu moins. Mais Dauphine, c'est vraiment génial en finance. Le problème, ça va être
souvent moins reconnus, à part comme par exemple Dauphine, un peu moins d'ouverture. Parfois théorique, si vous n'avez pas la possibilité de faire des alternances, c'est le cas à Dauphine ou à la Sorbonne. Regardez bien la Sorbonne pour DM2, il y a souvent des M2 en alternance, comme par exemple management de l'innovation, ce genre de choses. Si vous voulez juste avoir un M2 et faire une alternance, c'est assez intéressant. Pour les IAE, vous avez plein d'IAE, beaucoup qui sont vraiment pas reconnus, c'est ça, c'est le gros problème. Vous en avez, quelques-uns comme, Aix et Gustave Eiffel qui sont plus reconnus, mais qui ont pas des très gros brand name. L'avantage, c'est que ça coûte moins cher et que c'est très souvent faisable en alternance. Donc ça peut être bien pour trouver une dernière année, mais et qu'aussi ils ont une grande palette de masters. Mais le problème, ça va être la reconnaissance. Il y en a aussi beaucoup qui le font en sortie de BBA. Après, vous avez Sciences Po, vous avez le Finstrat qui est vraiment super. Ça place quasiment aussi bien que du top 3 en finance, donc en finance corpo et en conseil, en strat. Il est super. Il y a quelques ESSEC qui l'ont intégré l'année dernière. Sébastien, pour lui, a été intégré aussi, mais il a préféré prendre l'ESSEC. Le brand name Sciences Po, c'est un super nom. C'est surtout un des gros avantages et il y a quand même un bon réseau, il place bien. Et le problème, sur la slide, je dis, moi, je trouve que ça vaut un peu plus, mais en fait, il faut aussi faire le distinguo parce qu'il y a l'école de management de Sciences Po qui, elle, est super large et c'est beaucoup moins bien quand même pour moi que le Finstrat. C'est assez sélectif ça, sur vos résultats académiques, mais vous avez honnêtement je vous conseille de le présenter, le Finstrat, si vous êtes intéressé, comme vous présentez le MIF si vous êtes intéressé par les thématiques strat conseil et finance. Et enfin, on va passer à Camille. Je ne l'ai pas trop prévenu, je suis désolé, hein. J'aurais dû faire une transition plus smooth. Est-ce que tu es parmi nous? Hop. Voilà. Est-ce que vous m'entendez? Vous me voyez? C'est bon? Parfait. Donc voilà, moi je suis Camille Arnould, je suis issue du bachelor 2022. Donc j'ai été diplômée il y a déjà un an et je suis actuellement donc dans Master 2 à Dauphine. Donc, comment ça s'est passé? Donc, j'étais comme vous il y a quelques années, et je vais pas vous apprendre ce que c'est un SWOT. C'est à peu près la base de toute ma réflexion autour de ma carrière, etc. Donc, je me suis posée et je me suis dit, bon, bah voilà, qu'est-ce que j'ai envie de faire plus tard? Qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui permettrait de donner du sens à mon travail? Alors, aujourd'hui, c'est avoir un impact positif sur le monde, et donc avoir un impact passe par des postes à grande responsabilité qui me permettent, vous savez, de prendre des décisions à grande échelle. Donc, c'est pour ça que je m'orientais un peu vers du management stratégique dans le monde bancaire, parce que pour moi, le financement, c'est le point de départ de tout projet. Le seul problème, c'est que le management stratégique, ce n'est pas quelque chose que l'on peut faire directement à la sortie du BBA. On peut faire plusieurs voies pour y accéder, soit, vous savez, augmenter en interne dans une entreprise que j'ai choisie, ou alors passer peut-être plus via des cabinets de conseil. Euh, et mon ami Bonafou François vous en dira plus sur cette voie-là. Donc voilà, donc je me suis posée sur ce fameux SWOT et je me suis dit, voilà, qu'est-ce que sont mes forces sur lesquelles je peux capitaliser. Total, ben, typiquement, ça pourrait être quoi? Ça pourrait être l'aisance à l'oral, des solides bases en finance quand même, mine de rien. À l'ESSEC, j'ai choisi pas mal de cours là-dessus. L'anglais à travers les stages et les cours, les expériences internationales, etc. Par contre, je devais pondérer donc ces compétences acquises à l'ESSEC avec des choses qui pourraient, comment dire, noircir un peu mon CV. Notamment, donc l'ESSEC, c'est le BBA de l'ESSEC nous permet d'avoir un diplôme généraliste. Et donc, je vais essayer de voir avec un master pour, comment dire, me spécialiser, acquérir une expertise dans un seul domaine sur lequel on pourra jamais me retirer, jamais comment dire, mettre en cause ma légitimité. Ensuite, deuxième point noir qu'un BBA de l'ESSEC pourrait avoir, c'est cet aspect école de commerce. On ne fait rien, c'est pas sérieux, on aime faire la fête, mais on ne sait pas travailler derrière. Donc voilà, moi, ce que j'ai voulu faire, c'est baquer mon CV
avec une université, donc qui est beaucoup moins réputée dans ce côté festif soirée, et pour montrer, en fait, asseoir l'argument sur le fait que je suis sérieuse et que je sais travailler. Voilà, c'est un choix. Tout le monde, je pense, a une réflexion à avoir autour de voilà, quelles sont ses forces, ses faiblesses, qu'est-ce qu'on a envie de faire, quelles sont un petit peu ses menaces, voilà. Et c'est une réflexion vraiment à avoir avec soi-même pour pouvoir derrière faire un choix hyper pertinent sur la suite de ses études. Voilà, c'est ce qui va enfin, comment dirais-je, c'est ce qui va m'accompagner sur le développement de deux points. L'aspect gestion de patrimoine, private banking, donc chose sur laquelle vous pourriez être intéressé. Et deuxième point, donc mes études à Dauphine. Donc, premièrement, sur la gestion de patrimoine, ce qui est pas mal avec ce métier, c'est qu'il est multicasquette. Donc, il convient tout à fait à nos personnalités un peu hétérogènes, un peu touche à tout. Donc, on a toute une partie sur l'économie, la finance, à travers lesquelles on doit comprendre, vous savez, les marchés financiers, les politiques économiques, pour anticiper au mieux les variations des actifs et ainsi optimiser au maximum les allocations d'actifs que l'on fait avec l'argent des clients qui m'est confié. Donc, il y a tout cet aspect, voilà, de finance, très mathématique, statistique, avec des notions comme on a vu en micro, macro, gestion de portefeuille aussi, risk management si vous aviez pris ce cours. Voilà, il y a beaucoup de rappels quand même sur tout l'aspect financier et économique qu'on a pu voir à l'ESSEC. Ensuite, il y a une autre casquette, la casquette plus juridique. Donc là, pour le coup, on est vraiment sur le niveau débutant, c'est-à-dire que avec ces études-là, on est amené à apprendre de nombreuses choses, tant sur le Code général des impôts, donc en fiscalité, sur typiquement, vous savez, l'optimisation des taxes, les taxes de transmission, etc. Sur le code civil, le code des sociétés, parce que nombre de nos clients sont des clients entrepreneurs dans lesquels on doit les accompagner dans les choix des statuts, la rédaction de ces derniers, ou même, par exemple, il y a des sociétés patrimoniales dans lesquelles, voilà, il faut créer une SCI, par exemple, et donc les accompagner sur ce point-là. Et il y a également donc la casquette commerciale que l'on a commencé largement à couvrir à travers nos fondamentaux à l'ESSEC, mais que l'on approfondit donc en master et typiquement en gestion de patrimoine, parce qu'on reste avant tout un sales. Donc ça veut dire qu'on est aujourd'hui en force de vente, on a des clients en face, on a des produits bancaires, donc on pourrait vendre des entre guillemets des t-shirts chez Zara, mais nous on vend des contrats d'assurance vie en banque. Donc voilà, il y a tout cet aspect que l'on a appris à l'ESSEC, hein. La négociation, le pricing, la relation client, le CRM, comprendre l'offre, les techniques de vente, la posture client, tout ce genre de statuts qui sont et d'outils qui sont à mettre en œuvre dans la pratique de la gestion de patrimoine au quotidien. Donc la gestion de patrimoine, ça peut être un peu flou, c'est un peu obscur, mais voilà, je dirais les quatre plus grands métiers que l'on peut faire dans le secteur de la gestion de patrimoine. Donc on peut devenir banquier privé, donc c'est-à-dire créer une relation avec un client, devenir entre guillemets le médecin généraliste patrimonial financier, on va dire, du client. Donc, on le suit sur une longue période de temps. On l'accompagne sur l'allocation de ses actifs, par exemple en cas de divorce, en cas de décès, en cas de succession. Donc voilà, il y a plein de choses à mettre en place à des moments clés de la vie du client. Il y a l'ingénieur patrimonial. Donc lui, c'est une personne qui va être plutôt focus sur tout ce qui est juridique.
Donc typiquement, ça va être des personnes qui vont s'occuper des montages de sociétés, qui vont s'occuper de la fiscalité, des calculs des droits, calcul également des pensions de retraite, de la préparation de la retraite. Il y a toute une ingénierie en effet de levier à créer pour accompagner le client tout au long de sa vie. Ça peut toucher à beaucoup de choses, mais généralement, c'est plutôt juridique. Ensuite, on peut créer un autre, on peut se spécialiser ou voir la gestion de patrimoine sous un autre prisme, c'est-à-dire le prisme de l'ingénierie financière. Et donc, pour le coup, il va falloir plutôt se concentrer sur des problématiques, comment dirais-je, d'allocation d'actifs avec une compréhension assez claire des marchés financiers, la création de produits de private equity, la création de produits structurés. Voilà, il y a plein de produits auxquels on a le droit d'investir et sur lesquels on peut accompagner les clients. Et enfin, il y a le métier de sales. Alors pour le coup, le métier de sales peut se faire plutôt en maison de gestion et soit on travaille en B2C en tant que banquier privé, soit on peut travailler en B2B. Donc on est une maison de gestion qui va créer le fonds et qui va se charger de proposer ce fonds à des banques privées, à des cabinets de gestion de patrimoine, etc. Donc voilà pour ce qui est des quatre métiers, mais après, une fois qu'on a choisi le métier, on peut choisir également l'entreprise dans laquelle travailler. Donc typiquement, ça peut être une entreprise type cabinet indépendant. Donc ce genre d'entreprise, donc ça, souvent ça peut être des family office ou des cabinets avec des clientèles un peu moins fortunées. C'est généralement là qu'on a des gros horaires. C'est plutôt pure player avec des fixes plutôt faibles et des gros variables en termes de rémunération. On a également les banques privées, là où je fais partie, donc à la BNP Paribas Banque Privée. Il y a également d'autres banques sur la place, comme Natixis, Société Générale, Crédit Agricole, ou alors des banques plus spécialisées, comme la Banque Transatlantique, etc. Pour le coup, là, on a des horaires de banque. On a aussi des produits de banque, c'est-à-dire qu'on fait des crédits. On a des cartes bleues, on a des chèques, on a des livrets, on a des DAT, donc des dépôts à terme. Donc tout ça, c'est une offre que l'on a en banque privée parce que on a cette partie gestion de patrimoine adossée à la partie banque. Enfin, il y a les maisons de gestion qui vont donc là créer les fonds. On se rapproche presque un peu de l'asset management. Et donc là, ça pourrait être typiquement Robeco, Comgest, Rothschild, Martin Morel. Voilà, ce genre de société qui, elle, s'occupe de créer des fonds. Et donc là, on peut être sales, donc vendeur, dans ces maisons de gestion. Euh, alors, vous me direz, donc là, aujourd'hui, c'est bien d'être en gestion de patrimoine, mais what's next? Quelles sont les prochaines étapes? Quelles sont les évolutions possibles quand on est en gestion de patrimoine? Alors là encore, la gestion de patrimoine offre de grandes possibilités. On peut évoluer selon, je dirais, j'en ai identifié trois axes. Donc, soit on peut évoluer selon l'expertise, donc aller, vous savez, de plus en plus loin et devenir experte dans un seul domaine. Donc, on peut aller dans l'expertise juridique, fiscale, philanthropique, marché de l'art, investissement socialement responsable, conformité, spécialiste crédit. Il y a énormément de choses qui plairont à sûrement plein d'entre vous. Et c'est ce qui est assez beau dans ce métier, c'est qu'on peut se spécialiser en fonction de nos préférences. D'où l'avantage de faire de la gestion de patrimoine qui est assez généraliste au début pour avoir le temps d'affiner un peu son projet professionnel. On peut également euh, évoluer en fonction de la clientèle que l'on sert. Donc, typiquement, ça peut être, typiquement, on connaît un banquier dans une banque de détail. C'est vous, c'est moi qui avons très peu d'avoir finalement dans une banque.
Mais si on est un peu plus riche, on passe en banque privée. Donc, typiquement, à la BNP, c'est à partir de 250 000 euros dans les comptes, on passe en banque privée. Et au-dessus de 5 millions, on passe en gestion de fortune, etc. Et au-dessus de 20 millions, on passe en family office. Donc voilà, de 20 millions, hein, je me souviens plus si j'ai dit le bon nombre. Donc voilà, il y a une stratification de clients, donc on peut faire toujours le même métier qui reste assez généraliste, mais juste on peut, vous savez, monter dans l'échelle du premium et donc être de plus en plus, on va dire, expert compétent dans les trois leviers que sont les compétences financières, juridiques et commerciales. Enfin, sur l'aspect du management, on peut également grimper via ce biais-là. Donc, en commençant banquier privé, en devenant responsable d'équipe, responsable de centre, donc euh, là où il y a une entité banque privée, responsable de territoire, et puis après passer dans du management de haut vol, disons. Donc voilà, ce sont toutes les perspectives qu'offre la banque privée en règle générale, sachant qu'il est tout à fait possible d'aller et venir, donc de commencer en banque, de finir en cabinet, de créer son propre cabinet si l'entrepreneuriat vous titille. Il n'y a aucun problème, c'est assez large et c'est assez permissif. Ensuite, sur ce qui est des études à Dauphine. Alors, les procédures de recrutement sont pas encore ouvertes. Donc, si voilà, vous êtes intéressé, il n'y a pas de souci, vous avez encore un peu de temps pour faire votre choix. Donc, ça se passe en janvier. Il y a le dossier à rendre. Il faut rendre voilà, des papiers, des bulletins de notes, alors, le bulletin du bac, donc ça m'avait un peu surpris au début, étant donné que ça fait 4 ans qu'on brille par d'autres compétences que notre bac, mais voilà, il faut savoir. Et il faut enfin, également, pardon, rendre ce qui s'appelle une lettre de motivation sur 2 pages à peu près. Et donc, elle doit être très percutante. Donc, un travail assez fin doit être délivré à ce moment-là. Ensuite, votre dossier, s'il est sélectionné, vous avez au mois d'avril un entretien de 15 minutes. Donc, c'est un exercice très court durant lequel donc, le président du master et, et la vice-présidente voilà, vous posent quelques questions. Alors, j'ai eu des questions sur le droit. Donc, voilà, toujours articulé sur ces trois principales casquettes. Donc, je répète, financier, juridique et commercial. Donc, on m'a posé des questions sur le droit, on m'a posé des questions en finance, on m'a posé des questions sur la gestion de patrimoine, qu'est-ce que c'est le démembrement, quelles sont les différentes strates de clients, etc. Et au mois de juin, on a la réponse. Il faut savoir que, en règle générale, Dauphine est très réticente au sujet donc des bachelors de l'ESSEC et même des bachelors d'école de commerce en règle générale. J'ai eu des réponses, enfin comment dire, j'ai entendu derrière la porte le brief après mon passage et il n'a pas été très très bon malgré le fait que voilà j'ai eu un très bon dossier à l'ESSEC, j'étais Dean's List, etc. Donc voilà, il faut se préparer, il faut arriver armé. Je pense que enfin, dans l'intégralité des masters, ça se passe comme ça. Mais voilà, ils sont pas fermés. On est 4-5 du BBA de mon année à être à Dauphine, même plus que ça. On doit être plutôt 6-7. Donc voilà, c'est carrément possible et il n'y a pas il y a pas de sujet là-dessus. Faut juste voilà, avoir des armes pour se défendre. Quoi dire de plus? Alors, donc, quand on intègre le master 261 à Dauphine, donc 261, c'est gestion patrimoniale et banque privée. En fait, on intègre ce qui s'appelle l'Institut de gestion de patrimoine, l'IGP. C'est une entité qui délivre un master, mais en fait, c'est sur 3 ans. L3, M1, M2. Quand on arrive à Dauphine à la fin d'un BBA, on peut postuler au M1, au M2. On n'est pas obligé de prendre le chemin, le train dès la L3. En revanche,
c'est très rare, très très rare quand même qu'on soit pris directement en M2, sauf si vous avez eu 6 mois dans un cabinet de gestion de patrimoine, etc. Donc généralement à Dauphine, sauf exception, mais même dans l'intégralité des masters, on est pris en M1. Mais on peut quand même postuler en M2 et en fait il faut classer ses choix. Donc on peut dire M2 en premier, M1 en second. Et c'est pas grave si on n'est pas pris en M2, on sera pris en M1. Enfin voilà. Mais après, pour ce qui est par contre du master gestion de patrimoine, j'avoue que être pris en M1, c'est pas du tout un problème parce qu'il y a tellement, tellement de choses à apprendre en fiscalité, en droit matrimonial, que apprendre tout ça en un an, ça me semble un peu compliqué. Donc pour ce qui est des inconvénients, donc on a un énorme volume horaire. J'avoue que j'ai été surprise malgré le fait que je sois préparée à ça. Typiquement, le lundi, le mardi, donc je suis en alternance et c'est pour tout le monde comme ça. Lundi, mardi, je suis en cours de 8h30 à 20h30, donc 9 heures de cours. Et le mercredi, jeudi, vendredi, on est en alternance avec toujours le challenge d'arriver un mercredi matin quand tous les collègues sont déjà lancés et que nous, bah, faut courir pour rattraper le train, quoi. Donc ça, je dirais que c'est un des gros challenges. Maintenant, c'est tout à fait faisable. Il y a, enfin bon, on est des promos entières d'anciens, on va dire, qui sont passés par là. Donc c'est totalement faisable. Maintenant, il faut quand même le savoir. Autre point négatif que je dirais, c'est peut-être les locaux. Ils sont assez vétustes et c'est vrai que quand on vient de l'ESSEC, c'est toujours un peu perturbant. On a un peu l'impression de retourner dans un lycée de banlieue où tout est là, mais tout est vétuste. Mais bon, après, voilà, après tout, on est là que 2 jours par semaine, donc c'est pas non plus T'es tant en gênant que PGE? ça. Mais voilà. Hein? T'es en PGE? Moi, c'est en bachelor. Et- Ah non, mais c'est en PGE. Moi, sinon, je ferais pas avec toi, mais Excusez-moi, est-ce que vous pouvez éteindre vos micros, s'il J'ai vous plaît? désactivé, Merci. t'inquiète. Donc voilà, c'est vrai que les locaux, voilà, il y a toujours un peu de monde à la bibliothèque, c'est tout, enfin voilà, c'est vrai qu'on a été un peu habitué au luxe à l'ESSEC, il faut le savoir. Et enfin, je dirais le troisième point un peu négatif, c'est que les cours sont très théoriques, très fac. Je sais pas si vous avez beaucoup d'entourage qui y est allé, mais c'est vrai que c'est beaucoup de diapositives à apprendre par cœur. Quand nous, on vient du gentil learning by doing, c'est vrai que là, les diapos à apprendre par cœur, ça fait partie comment dire, d'un état d'esprit. C'est aussi pour ça que moi, j'ai pris cette voie-là, c'est que ça me permet d'avoir sur mon CV le côté un peu académique. Mais c'est vrai que ça peut surprendre un peu. Il y a beaucoup moins de projets de groupe, il y a beaucoup moins d'implication dans le contenu du cours. Mais bon, quand même, c'est quand même une très belle formation qui se fait par alternance. Donc, ce qui est pas mal, c'est que en fait, le learning by doing, on le fait enfin, de façon autonome via nos expériences professionnelles. Donc, il y a un gros enjeu sur le choix de l'entreprise. Mais ça permet aussi d'avoir une super insertion professionnelle. Typiquement, enfin, moi, je me pose même pas la question du chômage. Je sais que je serai prise en CDI à la fin de mon contrat d'alternance. Et puis, ça permet aussi de couper à la fin des études la longueur que pourraient représenter les études, justement. C'est vrai que, vous savez, si on fait un BBA pour ceux qui n'ont pas fait l'alternance, j'entends, donc full continu. Euh, Ça permet, vous savez, de faire une transition un peu fluide vers le monde du travail en faisant un master en alternance. Ensuite, le réseau Dauphine est très riche, très déployé, surtout donc dans la petite place que représente la gestion de patrimoine à Paris. Donc, c'est vrai que c'est toujours très intéressant d'avoir des amis dans le monde professionnel. Et on a des professeurs qui sont tous issus donc du monde professionnel, à part quelques cours, mais ça reste marginal. Euh, et puis aussi, j'avais donc avant d'arriver à Dauphine, j'avais interrogé des recruteurs en gestion de patrimoine et ils m'avaient tous dit que pour faire partie de la première ligne de la grille de rémunération salariale,
fallait venir soit de Dauphine, soit de l'IAE Clermont. Voilà, moi ne voulant pas faire mes études à Clermont-Ferrand, j'avoue que Dauphine s'est un peu imposé à moi. Après, il y a l'ESCP qui fait un super master en gestion de patrimoine qui est très reconnu également. J'ai des banquiers, des collègues qui viennent également de l'IAE de Créteil. Donc voilà, et Gustave Eiffel, sinon, enfin, son autre petit nom, donc qui est aussi assez réputé, mais voilà, je pense que c'est un peu top 1, 2, top 3, 4, quoi. Et voilà pour moi, je suis ravie de répondre à vos questions si vous en avez. Soyez pas timide. Mais ouais, pour revenir quand même sur ce qu'a dit Camille, là, bon, on parle beaucoup diplôme, etc. Mais quand même, le plus important, c'est ce que vous allez en faire. Faut pas penser que votre vie sera déterminée par un diplôme, mais vous vous offrez quand même pas mal d'avantages et vous partez du bon pied avec un bon diplôme dès le début. Sachant encore une fois que il n'y a aucun problème à commencer, on va dire, sans diplôme pour ceux qui voilà, sont un peu perdus et aimeraient peut-être se faire une première expérience. Mais en fait, le fait d'avoir un premier diplôme, ça permet de commencer plus haut. Et je vois avec mes collègues, on a des prétentions salariales qui sont quand même aussi plus hautes dès le début. Et tout se joue un peu sur le premier salaire. Donc c'est en ça que ça peut quand même bien aider d'aller gratter les meilleurs diplômes, les meilleures universités. Ah, je vous remets la présentation. Dauphine reconnaît-elle le bébé de l'essai comme un M1? Le problème avec Dauphine, c'est que de temps en temps, ils le reconnaissent comme un M1, de temps en temps, ils ne le reconnaissent pas. J'ai l'impression que ça change en fonction de chaque master et de chaque prof qui fait les admissions. Donc, je suis pas sûr qu'il y ait vraiment de règles sur ça. Je sais qu'à Dauphine, il y a pas mal de gens qui ont été intégrés en CCA, donc c'est contrôle audit. Il est bien celui de Dauphine en CCA, aussi en management des organisations, plusieurs autres masters. Mais quand même, le cœur de métier de Dauphine, c'est la finance. C'est vrai que si vous voulez partir sur un diplôme plutôt juridique, à ça, c'est très reconnu sur la place parisienne. Si vous voulez partir plutôt sur de la finance, favorisez Dauphine, qui est un énorme passeport pour la suite de vos études, quoi. Enfin, pour la suite de votre carrière, pardon. Donc, c'est vrai que sur tout ce qui est master en finance, ça peut être un peu dur d'y rentrer, mais justement, CCA, CARF, donc contrôle, audit, reporting financier, ils ont été pris en M1. Pour tout ce qui est système d'information, j'ai une personne qui a été prise en M2, mais cette personne-là, enfin, était brillante et a fait son mémoire typiquement sur la même problématique, donc elle avait un énorme tissu de connaissances sur ce domaine-là. Il y a une personne qui a été prise en économie-finance en M1. C'est un master très intense, hein. J'ai cru comprendre. Et après, il y a deux autres personnes, mais je me souviens plus c'était quoi leur master. Donc voilà, mais globalement, partez sur M1, comme ça vous ne serez pas déçus. Ouais. Et pour ceux qui ont posé la question, pour le 203 et le 225, qui sont des Rolls en finance de marché, en finance d'entreprise, il n'y a pas de Ouais, cas de. C'est surtout des Dauphinois qui prennent. En tout cas, moi, j'ai jamais entendu de cas de BBA qui arrivait à, à rentrer au rang non, 223 ou 225. Et même en venant de l'extérieur d'une autre top fac, généralement, c'est quasiment que des Dauphinois qui sont pris ou des top ouais. profils. C'est vrai que le 203, j'ai un ami brillant qui l'a tenté. Il avait fait une année de césure, donc il avait 1 an et demi d'expérience dans le middle office pour passer en 203 et il n'a pas été pris. Je pense que les profils qui sont pris en 203 sont soit des profils polytechniciens, soit des dauphines qui ont fait le M1 finance avant. Donc, je pense que pour le coup, ce master est totalement opaque pour tout ce qui est biais de l'ESSEC, malheureusement. Ouais. Encore d'autres questions pour Dauphine. Emma, elle est super ta question, mais je pense qu'on va prendre plus de temps à la fin pour évoquer ce genre de Ah ouais, choses. Mais là, c'est vraiment des questions spé pour Dauphine, vu qu'on a une experte parmi nous.
Alors attendez, donc je regarde dans le chat. Il y a un fort taux d'entrée directe en tant que banquier privé à la sortie du 261 sans passer par CGP et assistant. Alors ça, c'est encore une fois un peu chacun qui fait ça, son alternance. Effectivement, il y a des choix tactiques à faire. C'est-à-dire, vous arrivez en master 1, vous avez le choix entre différentes alternances. Moi, j'ai choisi d'aller en banque privée parce que je sais que c'est un milieu qui va recruter derrière. Il y a des personnes qui ont plutôt privilégié la gestion de fortune. Et là, pour le coup, c'est plutôt des postes seniors en gestion de fortune. Donc, je vous conseille, si vous voulez pas vous poser de questions, avoir une transition ultra fluide vers votre premier CDI, de peut-être avoir une alternance un petit peu moins prestigieuse, mais plus de pratique, plus de responsabilité dès le début, que une alternance plus théorique en gestion de fortune, par exemple, où là, vous aurez plus de back-office à faire et moins de contact avec le client. Typiquement, moi, en étant qu'alternante, j'ai repris les boîtes mail de tous mes collègues cet été. Je fais les arbitrages, j'ai fait des rendez-vous seuls avec des clients, je prends la parole, bien sûr, en rendez-vous. Alors que mes collègues qui sont donc en gestion de fortune, eux préparent beaucoup les documents, mais ne vont que très rarement au rendez-vous, si ce n'est jamais, ont plutôt des prospections à faire. Donc prospection qui veut dire chercher quels seraient les clients potentiellement recrutables pour rentrer en gestion de fortune en banque privée. Euh, donc voilà, il y a vraiment ce choix stratégique. Moi, j'avais envie qu'on me donne des responsabilités, j'avais envie de progresser rapidement. J'avoue que la paperasse, c'est pas mon kiff. Donc voilà, j'avais choisi la banque privée. Après, voilà, si vous êtes plutôt sur le profil pure player, banque américaine, voilà, très ambitieux, avec une carrière très dynamique, vous pouvez aussi prétendre à aller chez Cyrus Conseil, Pictet, euh, oui, Erez, Odo BHF, ce genre de cabinet. En revanche, j'espère pour vous ou Rothschild, Martin Morel, mais j'espère pour vous que vous avez quand même un peu de contact dans le milieu parce que c'est très dur d'y rentrer si vous n'avez pas fait la L3 Dauphine. Parce que voilà, en fait, comment dire, il dépasse un peu les systèmes de recrutement vu qu'il y a un roulement chaque année. Les offres sont même pas publiées que des L3 Dauphines sont déjà positionnés sur les postes. Est-ce que j'ai répondu à la question? Voilà, globalement, il y a aucun problème de chômage à la sortie. Et alors si, et donc est-ce que on peut passer banquier privé directement sans passer par assistant? Eh ben c'est toi qui fais ton alternance. Moi typiquement en banque privée, si je me la donne au taf, il n'y a pas de souci, je peux avoir un fonds de commerce, on appelle ça, donc un groupe de clients sur lesquels je vais pouvoir travailler et donc atteindre mes objectifs commerciaux, etc. En revanche, si je suis un peu plus molle au taf, que je demande moins et que du coup mes responsables ont moins confiance en moi et en mes capacités à réussir sur un poste de banquier privé, alors ils vont me laisser le temps de mûrir sur un poste d'assistant banquier privé sur lequel, voilà, je vais encore, par exemple, pendant un an, continuer à faire des tâches un peu de back-office, faire des arbitrages en autonomie et travailler un peu main dans la main avec le banquier privé. Voilà, c'est pas un poste inintéressant de finir assistant non plus, mais En, on peut sauter cette étape-là également. ouais, en vrai, je pense qu'on va passer à après, sinon ça va être un peu trop long. Mais Pas de super. souci. Et merci Voilà, pour ton retour. je, je Je crois que remercie. j'ai. Attendez, est-ce qu'il y a un MIF, poste intéressant, private banking? Attendez, est-ce qu'après un MIF, on peut avoir des postes intéressants en private banking où il est plus recommandé de passer par un master gestion de pattes à Dauphine? Bah ça, oui, effectivement, c'est un peu. C'est assez, enfin, tout est assez poreux en fait dans le milieu, donc je me répète, mais on peut aller de l'un à l'autre, il n'y a pas de souci. Après, c'est vrai que
avoir un diplôme private banking, c'est quand même plus facile. Voilà. Pardon, je termine là-dessus. Super. Bah, si tu peux poster ton LinkedIn en com, comme ça les gens ils pourront te contacter. Pas de Euh, souci, je serais tout à fait ravie de répondre à vos questions et peut-être d'éclairer mes propos que j'ai pu développer maintenant. ouais. Bah, là, c'est vrai que la gestion de patte, on n'en parle pas beaucoup en école, mais ça peut être un compromis intéressant entre des postes en front qui sont vraiment éreintants et quelque chose en back office où tu auras des rémunérations plus faibles. Je trouve ça intéressant et on en parle assez peu finalement. Donc moi, je vais Ouais, parler de mon parcours maintenant. Moi, je suis beaucoup plus minimaliste sur les slides. Les mauvaises langues diront que je me suis pris au dernier moment. Mais ce que je voulais dire, donc on va voir mon parcours d'abord. Comment est-ce que j'en suis arrivé là? Moi, au BBH, j'étais pas un très grand élève, un très grand élève. C'était pas brillant. Je suis honnête, je cherchais pas non plus à performer dans les classements. Mais arrivé à la fin du BBH, je me suis dit bon, sur mes stages, j'ai eu un stage en tant que commercial, mais c'était pas top. Je me suis dit, il va falloir quand même que soit je trouve un poste en sortie d'études, truc par exemple business developer en startup, mais ça allait être dans les 30K, ça allait un peu picoter quoi pour en sortie d'études après le bachelor. Et bah, je me suis dit, je vais continuer, je regarde le mieux que je peux faire. Il y a un ami qui m'appelle pendant les vacances qui me dit, bah, regarde les admissions sur titre. Tu peux intégrer des super écoles après avoir fait une licence ou un bachelor. Je dis, OK. Je commence à regarder. Je vois en fait, je n'avais pas postulé à l'ESSEC à l'époque parce que on m'avait dit, ouais, présente pas, ils prennent pas de BBA. J'aurais dû parce qu'ils en ont pris après avec des dossiers un peu similaires au moins, en tout cas au niveau des scores. J'ai présenté le SCP, l'EDEC et l'EM. Et Schema, mais Schema, c'était plus pour me roder. Moi, bon, après le top 5, ça vaut plus trop le coup, mais EM, c'était super bien passé. J'ai vu 20 à l'oral, ils notent bien les BBA, j'ai vu 17 au dossier. Ça peut être un bon compromis si vous n'arrivez pas, si vous voulez faire du conseil en strat, si vous voulez des gros postes, ça peut être un bon compromis si vous n'arrivez pas à avoir encore mieux, ou par exemple un Master in Finance en top 3. Et j'avais passé deck, ils notent super mal les BBA, ils m'ont mis 4 au dossier, ils m'ont tué, mais j'avais été admissible parce que j'ai eu des 990 au TOEIC et 380 au Taj Mahal. Et j'avais été aussi admissible au SCP, j'ai été admissible partout. Donc moi, j'ai été admissible, donc j'étais allé à l'ESCP. Je suis quand même content de mon expérience. Il y a aussi d'autres gens, bah, vous pourrez poser la question à Sébastien, lui, il a présenté l'année dernière. Je l'avais travaillé avec lui justement, l'ESSEC et le SCP. Il a été pris aux deux, il a préféré aller à l'ESSEC. Il nous fera vous faire un petit feedback. Mais moi, ce qui me drive en fait, c'est que je cherche à avoir un super équilibre salaire, qualité qualité de travail, donc qualité de vie. Donc, c'est exclué d'office, en fait, les postes en M&A. Private Equity, c'est un peu dans le même acabit et conseil en strat aussi. J'ai postulé quand? Moi, j'ai postulé pas l'année dernière, donc pas à la rentrée 2022, mais à la rentrée 2021. Et je suis rentré en 2022. Donc, il y a un peu plus un an et 3 mois, quoi, je suis rentré. Et je me suis dit, comment est-ce que je peux trouver ça dans un milieu un peu plus lax, tu vois? J'en parle pas sur le feuille, mais j'ai fait un stage en stratégie en corpo dans une boîte du CAC 40, donc chez Edenred. Ça m'a pas plu, j'aime pas les slides, ça me saoule. C'est pour ça que ça se voit peut-être là un peu. Et donc je me suis dit, comment est-ce que je peux être dans un milieu un peu qui bouge, avoir un salaire quand même pas trop pourri, et faire quelque chose qui me plaît. Et finalement, je me suis orienté vers tout ce qui est plutôt entrepreneuriat, sales, donc commercial, et la tech, parce qu'en fait, la tech, c'est quand même un milieu là où il y a de l'argent. Même si actuellement, il y a quelques petits layoffs, donc il y a des licenciements. Il faut quand même prendre en compte que les postes, ils ont été doublés pendant le Covid. On a surtout sur les postes de commerciaux, parce que en tech, par exemple, tu vends un Excel, ça te rapporte 10 euros, mais tu n'as pas de coût d'installation. Tu vends 100 Excel, bah, ça te rapporte 1000 euros. Et tu as 5 centimes en plus de frais d'installation, donc c'est ultra scalable. Et plus tu vends, en fait, plus tu fais de l'argent, d'où le fait que les commerciaux en tech soient super bien rémunérés, parce qu'en fait, ils amènent du bénéfice. Une fois que le produit est développé, il faut juste le vendre un maximum. Et c'est un secteur qui bouge beaucoup, donc peut-être un peu moins sur Excel et tout ça, mais moi je travaille pas dans ça chez Microsoft, puisque je l'ai pas dit, mais maintenant je suis en alternance chez eux, je suis dans la partie startup. Et moi je travaille plus sur beaucoup de sujets problématiques cloud parce que c'est ce qui rapporte beaucoup aux boîtes. Et le but, moi, c'est de faire passer un maximum de startups sur le cloud ou qui commercialisent leurs solutions. Donc elles ont fait un super logiciel qu'elles le vendent avec Microsoft aux clients de Microsoft. Et c'est ultra intéressant parce que je vous explique pas, mais avec ChatGPT, en gros, il y a une boîte qui naît par jour, 10 boîtes qui naissent et 9 qui meurent. C'est ça un peu. Donc ça met plein de gens au chômage, mais ça crée aussi plein de choses. Et moi, je trouve ça super, je trouve ça génial. Dossier moyen à l'ESSEC. Attends, je répondrai un peu plus tard.
Non, je vais répondre maintenant. Bah, en gros, moi, je vais avoir 13 de moyenne. J'avais super compensé parce que j'étais mon dernier semestre, je me suis dit, ah ben ça va compter pour mon dossier. En plus, dans l'échange au Mexique. Donc, j'ai travaillé, j'ai vu 16 assez facilement. Ça m'avait sauvé ma moyenne, mais j'étais pas ultra percutant. Donc, surtout, ne vous auto-censurez pas par rapport à vos classements dans la promo. Ça va pas tout définir. Va y avoir surtout beaucoup d'autres choses, en particulier sur là où il y a des tests de logique et des tests d'anglais. Vous pouvez vraiment vous refaire sur le reste. Après, à vous de vous donner les moyens et de beaucoup travailler sur ça. Vous pouvez vraiment compenser. Et dites pas, bon, j'étais à Beansley. Beansley, c'est quand même un peu chaud, mais j'en étais pas si loin à un moment que vous pouvez pas faire quelque chose après. Ils regardent finalement assez peu les dossiers, surtout quand il y a des tests de logique. Donc aussi en parallèle, moi, j'avais parlé entrepreneuriat, ben, justement, c'est ce que je fais. Je fais de la préparation au concours d'école de commerce. C'est comme ça que j'ai accumulé un peu plus de connaissances. C'est aussi comme ça que j'arrive à restituer tout ça aujourd'hui. Et à l'avenir, donc moi, ce que je voudrais faire, c'est peut-être travailler full-time sur mon projet l'année prochaine, puisque l'année dernière, ça avait commencé à marcher. Cette année, ça marche plutôt bien. Je peux me verser un petit salaire. Mais le but, ça serait continuer à grossir et sinon continuer en tech, donc en commercial. Et il y a plein de boîtes. Soit tu vas dans une scale-up, donc c'est une boîte qui est en train vraiment de péter, qui peut avoir levé. Tu vois, tu as par exemple Databricks, Miracle, qui vont peut-être vous parler. Doctolib, ça commence à être un peu plus établi et c'est pas vraiment le même profil. Mais vous avez une qualité de vie. Moi, en gros, au bureau, à 19h, il n'y a plus personne. À 18h, il y a déjà quasiment plus de la moitié qui est partie. Je suis pas sûr qu'on puisse dire ça dans tous les milieux. Si vous êtes aussi intéressé par la tech, mais par le côté finance, il y a VC aussi. Donc, c'est Venture Capital. Vous investissez dans des startups et il y en a 95 qui vont faire faillite, sauf que il y en aura 5 qui vont marcher. Et parmi les 5 qui vont marcher, il y en a 2 qui vont péter. Et en fait, les 2 qui vont péter et vont compenser tout le portefeuille. Et ça peut être aussi sympa si vous êtes plus orienté finance, un peu M&A, mais vous êtes aussi intéressé par la tech, c'est des choses à faire. C'est aussi des projets qui peuvent être présentés lors des oraux. Et voilà. Donc, vous pouvez commencer à poser d'autres questions. On y répondra à la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose aussi qui m'intéressait? Préparer comment au Taj? Moi, j'avais fait une prépa à l'époque. Maintenant, j'ai ouvert la mienne, mais j'avais fait une prépa, c'était Prépaya. Prépaya, je les trouve pas mal sur le Taj. Sur les oraux, je suis beaucoup moins fan parce que c'était un peu le bordel. Mais sur le Taj, le plus important en fait pour réviser, c'est une fois que tu as les bonnes techniques. Donc au début, les cours, etc., tu apprends bien. Il y a certaines personnes d'ailleurs dans le call qui travaillent déjà avec moi. C'est quand même beaucoup de volume de travail, donc tu t'y mets intensément, tu taffes. Aussi pour les tests d'anglais, le TOEIC, il faut me tuer ça. Ce test est quand même pas très compliqué. L'IELTS, en gros, vous êtes noté jusqu'à 16 sur 20 globalement pour les grosses écoles avec le TOEIC. Donc si vous avez 990, vous avez 16. Si vous voulez plus, il faudrait avoir plus de 7,5 à l'IELTS. Donc avoir 8, ça vous donne 17 par exemple, globalement. Et le TOEIC, c'est quand même un test, vu que c'est un QCM, assez facile, alors que l'IELTS, vous allez avoir de l'expression orale et écrite. Donc, ceux qui ne sont pas ultra bilingues, merci Christopher, ceux qui ne sont pas ultra bilingues, moi, je vous recommande IELTS. Les vrais bilingues, passez le Cambridge C2 et visez du 240. TOEFL, je ne recommande absolument pas parce que vous n'avez pas le C2, donc ça s'arrête à 16. Et en plus, vous faites un peu douiller parce qu'il y a quand même des parties expression. Donc, c'est le pire des deux mondes. Donc, soit vous vous dites, si je vais en full QCM, je ne suis pas bilingue, mais je sais que je peux me mettre une semaine à faire que ça et taper du 980, 990, parce que vous avez tous des bases. Soit vous êtes vraiment mieux et vous vous donnez les moyens sur l'expression. Comment gérer le calendrier des étudiants quand on a des frais pour tenir une place? Et tu vas commencer quand à t'entraîner pour le Taj Mahal? Pour le Taj Mahal, moi, j'avais commencé le 1er novembre ou le 2-3, j'étais au Mexique. Je m'en souviens, donc je m'amusais bien, mais je me prenais 1 à 2 heures par jour, tous les jours, pour réviser le TAJ. Et moi, j'ai plutôt bien aimé parce que ça avait rappelé les concours d'admission. Si vous vous souvenez des concours Sésame, pour ceux qui les ont passés. Moi, j'étais pas en profil très scolaire à l'époque, ils prenaient pas sur dossier, donc ils n'ont pas vu que j'étais dernier de ma classe. J'avais bien performé au test et comme ça ressemble un peu au TAJ, ça s'est bien passé. Je sais qu'il y a des personnes qui ont un peu plus de mal, mais commencez à préparer le TAJ tôt et le TOEIC tôt. Et le dossier, à la limite, vous pouvez vous en prendre un peu plus tard, juste commencer à failloter, pas failloter, mais voir les profs avec qui vous entendez bien, vos anciens maîtres de stage, salut, lettre de motivation, lettre de reco, tout ce genre de choses, commencez à y penser maintenant. Mais là, la priorité, c'est les tests standardisés. Et calendrier d'admission, ouais, calendrier d'admission, de toute façon, vous pouvez juste négocier 2-3 semaines à chaque fois. Ouais, faut que je prenne le temps d'emprunter à la banque. T'inquiète, t'inquiète, je vais y aller. C'est des petites techniques pour gagner quelques semaines, mais après, vous pouvez pas garder une place pendant 3 à 4 mois. Donc, c'est ça le problème si vous faites une montée en puissance. Par exemple, en septembre, vous présentez le master que vous voulez le moins, mais bon, c'est votre plan Z. Le problème, c'est que vous allez devoir payer la compte.
Donc là, il y aura un peu de stratégie à faire par rapport à ce genre de choses. Et il y a plusieurs sessions dans l'année. Moi, je recommande, j'ai eu l'exemple les dernières avec des cas des personnes du BBA que j'avais préparé. Les premières sessions, il y a des dossiers qui sont passés et qui ne sont pas passés aux dernières. Est-ce que c'est parce que le SCP, c'est un peu shady, la façon dont ils évaluent les dossiers? Je sais pas. Est-ce que c'est parce qu'ils avaient atteint leur quota de BBA? Mais moi, je conseille de vous lancer dès que vous êtes prêt. Donc, c'est-à-dire que vous avez vos thèses, vous savez que vous pouvez pas trop les performer plus. Vous vous lancez à la session. Donc maintenant, vous avez la première session est passée, mais vous avez la session de janvier et de février pour le SCP, je crois. Et pour les SEC, vous en avez 3. En comptant que maintenant, les SEC, ils ont fait un programme intensif en 1 an. Je sais pas trop encore ce que ça vaut, puisque c'est la première année. Donc, s'ils vont prendre des BBA, ça peut être un programme intéressant. Voilà. Bah, est-ce qu'on peut passer? Je sais plus que j'ai mis qui après. Donc, François et Sébastien, soyez prêts. Ah bah c'est François. Avec une saille parfaitement alignée, donc c'est lui faire plaisir à Let's lui qui fait du go. conseil. Bonjour à tous, je m'appelle François. Du coup, j'ai fait BBA 22 et le SMIB en 23. Aujourd'hui, je travaille chez EY dans une branche stratégie plutôt axée PME et ETI. Donc, je suis basé à Bordeaux. Et en fait, à la fin du billet, je voulais dire bah, qu'est-ce que je veux faire. Je veux aller dans une industrie plutôt pluridisciplinaire et multisectorielle. Du coup, j'ai fait Go SMIB pour avoir ensuite accès au cabinet de conseil. Et ensuite, bah, du coup, je suis allé chez EY. J'y suis depuis septembre et ça se passe plutôt bien. C'est cool, j'apprends plein de trucs. Je travaille sur plein de secteurs et plein de thématiques différentes. Concernant le SMIB, il y a 2 tracks. Il y a une track plutôt corporate, donc si vous voulez bosser dans des grands groupes comme je sais pas, le luxe, Airbus, Dassault, tout ça, bah, vous pouvez y aller, ce sera plus des cours axés finance et tout ça. Et une track conseil qui est plutôt axé bah, du coup consulting et stratégie et framework. Ensuite, il y a 2 campus. Donc, SMIV, en fait, c'est à l'ESSEC. Donc, il y a Cergy-Saint-Gap. Moi, j'étais basé à Saint-Gap pour plusieurs raisons. Déjà, je voulais y retourner parce que j'étais allé en deuxième année avec la mobilité intercampus. Et aussi que par rapport à Cergy, en fait, il y a une mission de conseil enfin, sur le campus de Singapour et pas à Cergy. À Cergy, ils sont obligés de faire un stage, alors que si on fait la mission de conseil à Singapour, le stage n'est pas obligatoire après. Et donc, du coup, c'est une mission pendant 8 mois sur une entreprise partenaire de l'ESSEC qui vient. Donc, moi, j'avais bossé pour CMA-CGM sur un business case d'évolution géopolitique en Asie du Sud, que c'était vachement intéressant. Et ensuite, à partir de décembre, il faut commencer à préparer les entretiens pour le cabinet de conseil. Donc, comment est-ce que ça se passe? Il faut s'entraîner à faire des études de cas. C'est en fait des case interviews, c'est-à-dire qu'on vous donne une question, par exemple, je sais pas, aujourd'hui, on est dans telle industrie et les profits baissent de temps. Et après, c'est à vous de structurer votre approche et d'aller chercher les documents nécessaires et les informations nécessaires pour donner une réponse construite et, euh, et donner une recommandation à la personne. Et donc après, dans un cabinet de conseil, il y a en général 3-4 tours. Tu commences d'abord avec un senior, ensuite avec un manager, et ensuite avec le partenaire ou un senior manager, ça dépend. Et après, il y a une offre qui est faite ou non. Et, euh, Et voilà, et aujourd'hui, j'ai choisi EY du coup parce que je voulais un environnement un peu entre ETI parce que du coup, je suis dans un groupe, mais je suis dans une petite équipe, ce qui est cool. Et en plus, j'avais fait mon mémoire sur un sujet en agro. Et vu qu'à Bordeaux, il y a beaucoup de vins et de sujets agronomiques, je bosse dessus et je suis hyper content. Voilà, là par exemple, je suis sur une mission, on doit faire un plan strat pour atteindre le milliard de chiffre d'affaires pour un grand groupe agroalimentaire dans le monde. Donc on est en train de structurer tout ça et tout. Et en vrai, c'est cool. Je sens que j'ai pas mal de responsabilités. Ce qui est plus possible quand on est dans une petite équipe à Bordeaux que dans les gros caps parisiens, où là c'est vraiment, bah, enfin, tu structures pas du tout, tu es vraiment que en production slide et Excel, quoi. Il y a quand même quelques analyses et c'est cool. Voilà. Donc après, si sur mon parcours, vu que je vais faire du conseil, j'ai présenté 3 écoles. J'ai présenté Dauphine en conseil en M2. Du coup, c'est pas passé parce qu'ils prennent que en M1. SMIB, donc c'est passé. Et ESCP en PGE, c'est passé aussi. Et
voilà, vu qu'il y avait cette mission de conseil, que je voulais juste rapidement commencer et pas faire 2 ans, bah, skip du coup, globalement. Si vous avez des petites questions assez consulting en strat, je sais que j'ai vu dans les questions qu'il y en avait beaucoup d'entre vous qui voulaient en faire, que ce soit même sur les cases, comme François a parlé, sur les missions, sur les secteurs. Sinon, on va passer à Sébastien. Alors, j'espère que vous pouvez m'entendre. Ok, super. Bon, je me présente rapidement. Sébastien Jäger, je suis franco-allemand. J'ai été en Bibi en 2019-2023. À l'ESSEC, j'avais fait des échanges à la Bocconi et à Saint-Gap. Et j'avais beaucoup misé sur, on va dire, le côté international de ma candidature quand j'ai voulu continuer en master. Moi, ce qui m'intéressait, c'était la finance. Donc, il n'y avait pas beaucoup d'écoles, on va dire, qui m'intéressaient dans ce cas-là. Enfin, c'était assez réduit. J'avais présenté le SCP, l'ESSEC et Sciences Po, parce que c'était les trois, on va dire, écoles qui cochaient la case. Ça allait me permettre de pouvoir faire un peu tout ce que je voulais. J'ai été pris aux trois et je me suis dit, je re-signe pour 2 années à Cergy. Donc là, je suis à mon premier trimestre. Enfin bon, Cergy, c'est toujours aussi moche, mais sinon, en vrai, ça se passe plutôt bien. C'est courageux de ta part, alors tu aurais Et, pu aller à euh, Madrid. Tu préféré ça. Ouais, bah oui, parce que Hugo a mentionné aussi, en fait, avant de réfléchir, est-ce que je voulais faire TAGE ou GMAT, j'ai hésité, j'ai commencé par le GMAT, et en fait, comme j'étais en stage, il y a eu enfin, j'ai vraiment un très bon niveau en anglais, mais le fait que ce soit de la réflexion dans une langue qui n'était pas forcément la mienne, juste, ça me prenait plus de temps par rapport à faire un TAGE en français, qui est quand même, on va dire, plus facile. Et au-delà de ça, le niveau requis, on va dire, en maths ou alors même, on va dire, en logique ou autre, il est plus facile. Et comme il y a plus d'épreuves, on va dire, ça permet de diversifier un peu les risques. On peut être bon je crois, il y a 6 épreuves, on peut être bon sur 4 épreuves, disons, un peu moyen dans 2 autres, et on aura peut-être un meilleur score que au GMAT, ou alors on a juste, enfin, il faut être bon dans les 2 seules épreuves, on va dire, qui comptent. Donc moi j'avais vu le message d'Hugo qui avait envoyé enfin je crois sur un groupe en disant qu'il avait monté Prepix avec un pote. Et comme enfin j'avais besoin de cadre, j'avais besoin de structure pour on va dire pour préparer au maximum le TAGE. J'avais signé chez eux et en vrai ça m'avait bien aidé parce que enfin je savais où il fallait avancer, vers quoi il fallait enfin, sur quoi il fallait se concentrer. Et comme il y avait pas mal d'annales, pas mal d'exercices. En vrai, c'était assez structurant et j'avais pas besoin après le stage de me dire, bon, alors ce soir, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Je sais pas trop par quoi commencer. Et donc, c'était plutôt utile. Et brièvement, bah, comme j'ai dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt la finance. Bon, alors évidemment, après, il y a un peu toute la partie réflexion à qu'est-ce qu'on veut présenter dans sa lettre de motivation quand on va rentrer en master. Je sais que typiquement, c'est pas un bon plan en tout cas de vouloir rentrer en PGE à l'ESSEC ou même à l'ESCP et de dire moi je veux absolument faire de la finance. Parce qu'on sera gentiment redirigé vers la case va faire de la finance. Donc on va dire faut être un peu malin là-dessus et essayer de présenter un projet qui on va dire est plus généraliste, plus consensuel. Comme ça on n'a pas de problème avec les admissions. Et voilà, et sinon, bah, enfin, j'imagine que tout le monde connaît déjà l'ESSEC, donc ça sert pas à grand-chose d'en parler. Et sur le Finstrat, en vrai, c'était assez intéressant comme process. Enfin, c'était une bonne école et ils offraient l'avantage d'avoir une année de césure entre guillemets un peu obligatoire dans leur programme. Ils ont une très bonne réputation. Enfin, les gens là-bas sont vraiment très intelligents. Euh, et euh, et j'ai eu une expérience assez amusante avec les mecs des admissions, enfin, enfin, c'était un malade qui m'a passé enfin, vu que je suis franco-allemand, je lui ai parlé de ça. Et il a commencé à me parler de syndicats allemands métallurgiques dans une certaine région. Enfin bref, il n'y a aucune chance que je connaisse. Mais donc c'était une belle expérience, c'était intéressant. Et énormément de culture générale quand même. Mais voilà, enfin, je regrette pas de ne pas y être allé à la fin. Oui, je vois qu'il y a quelqu'un qui parle de projet pro. Moi, j'avais vendu un truc plus direction VC en expliquant que j'avais déjà fait des expériences en finance, mais que j'avais pas vraiment, on va dire, fait la partie accompagner une startup dans son développement, enfin, on va dire au niveau des cours, parce que l'année que j'ai passée à la Bocconi, j'avais surtout fait des cours de finance pure. En gros, j'avais besoin de management, j'avais besoin de cours d'entrepreneuriat.
Et en gros, j'aurais dit, j'ai besoin de plein de cours différents, dont des cours de management. Et donc, bah, entre guillemets, j'ai besoin de votre école. Surtout que je la connaissais déjà bien, donc on va dire, j'avais une bonne idée de ce qui était disponible en termes d'offres de cours ou autres. Donc ça m'avait bien aidé. Voilà. Et quand est-ce que j'ai postulé? J'ai postulé j'ai fait les deuxièmes. Sciences Po de mémoire, c'est en janvier, c'est très tôt. Je crois que le SCP est venu juste après. Et l'ESSEC, j'ai eu les résultats pendant l'été. Voilà. Si vous avez des questions, peut-être plus tourner sur le PGE. Quel score? J'ai eu 373 et je l'ai fait 2 fois le TAJ. J'ai eu un 350, mais je me suis fait un peu surprendre parce que enfin, c'est la première fois que je faisais l'examen. On va dire enfin en conditions réelles, ce qui est quand même un peu différent on va dire des scores qu'on peut faire tout seul de son côté. Euh, et à mon deuxième essai, j'ai eu 370. Donc j'ai candidaté à l'ESCP avec 350 et à l'ESSEC, j'ai candidaté avec 370. Pour les essais, bah, ça dépend lesquels. Si c'est pour l'ESSEC, en vrai, enfin, ça dépend des questions. Je sais pas si ça a changé entre-temps. Je sais que c'est vraiment très important, la dynamique, qu'est-ce que j'apporte à l'école et qu'est-ce que l'école m'apporte à moi. C'est assez important, on va dire, de réfléchir à ça quand on essaie de faire sa lettre. Et sinon, de manière générale, c'est toujours, on va dire, bien d'essayer de montrer qu'on a un profil un peu diversifié, qu'on peut faire plusieurs choses, qu'on a envie de faire plein de choses dans l'école, de s'investir dans la vie associative, et ainsi de suite. Même si c'est pas forcément vrai, c'est pas ça qui compte. Et un dernier truc que peut-être moi j'ai sous-estimé, c'est l'importance des lettres de recommandation. En vrai, je pense que ça joue une plus grande importance qu'on ne le pense. Parce que, mine de rien, quand on a un prof qui est assez calé dans son métier, qui vous recommande et qui dit que vous êtes excellent et que vous êtes un super élément, enfin moteur dans la classe, ainsi de suite, ça joue quand même un rôle. Voilà. Yes. Je pense qu'il y a une question de Maria. Euh, SMIB, alors moi j'ai pris Corpo, mais vu que j'étais à Saint-Gap, c'est un petit campus, en fait j'ai fait tous les cours de Corpo et de conseil. J'ai pu m'investir dans tous les cours. Et est-ce que c'est plus international? Oui. Parce que, enfin oui, oui. À Singapour, en fait, il y avait un tiers de Chinois, un tiers de Français, et le reste était dispatché entre Italiens, Indiens, Philippins et Singapouriens. Euh, voilà. Euh, Après, en vrai, dans les tracks, il y a juste deux, trois cours qui changent, mais c'est globalement plutôt similaire. Et ça, c'était pour ça. Pour Sergi, je sais pas. Je crois qu'il y a beaucoup d'Indiens, parce qu'il y a une track qui est accès digital, et je crois que, je sais pas, ça a du succès auprès des Indiens. Et parce que oui, en fait, il y a une troisième track à Sergi. Et sinon, c'est plutôt français. Voilà. Et il faut savoir aussi que le SMIB, tu peux le faire en 2 ans ou un an. Donc, en fait, tu te retrouves parfois avec des Master 1, des anciens Master 1 SMIB qui sont venus en Master 2. Et maintenant, il y a aussi cette dimension à prendre en compte. Euh, voilà. Hop, j'ai eu une petite question. Quel était ton classement au BBA? Moi, je crois que j'ai binzé. J'ai honte, mais j'ai binzé mes premiers semestres parce que j'en avais pas grand-chose à faire. Après, quand j'ai eu conscience que mon dossier, ça allait être utile, j'ai travaillé, donc j'ai sauvé le truc. Je suis eu plus de 13 alors que je partais de 11. Donc, je vous recommande pas ça, mais soyez pas désespérés par rapport à vos classements. C'est pas, ça fait pas tout. Donc, donnez-vous-en les moyens. Après, de toute façon, c'est rattrapable dans la mesure du possible. Avez-vous une idée du nombre d'étudiants du BBA qui intègrent les PGE, ESCP et SEC? Bah, j'avais fait les stats. Là, je suis en train de faire la pub pour ma chaîne YouTube, mais j'ai fait une stat où j'analyse tous les dossiers des admis à l'ESSEC. Il y en avait 4 ou 5. Je crois, Sébastien, vous êtes 5 du BBA ou 4? Bah, on me dit toujours qu'on est 5, mais j'en ai croisé que 3 autres, donc je sais pas où est le cinquième. Mais D'autres à ouais, Saint-Gap. normalement, on est 5. Non, mais vous êtes, voilà, et dans le SCP, c'était dans les mêmes proportions, en comptant qu'ils sont pas tous allés à l'ESCP, et c'était généralement en fait les mêmes personnes qui préparaient les deux PGE. Pour les masters à l'ESSEC, qui regardent pas mal notre classement au BBA. Le problème, c'est que moi, j'ai pas présenté. François, toi, tu étais classé comment? Premier quart, genre 140. Mais en fait, comment dire?
pour le SMIC, en tout cas, en fait, là, ils sont en train de changer de directeur, mais je sais que la directrice avant, elle faisait vachement par rapport au dossier et à la candidature. Moi, je me souviens que j'avais fait un dossier écrit je sais plus, j'avais fait une lettre de motif de genre 5-6 pages, enfin, j'étais terre. Donc, j'étais passé, et en fait, genre, il n'y a pas d'euro pour le SMIC. Sauf si la directrice, elle trouvait qu'il y avait une incohérence dans le projet. Elle demandait des euros, mais moi, je suis passé 100. Et en fait, du coup, est-ce qu'ils regardent le classement? Je pense pas. Mais ils vont plutôt regarder ta cohérence, dans la mesure où si tu avais postulé un autre master à l'ESSEC, ils allaient dire bah, pourquoi est-ce que tu postules un autre master et pas que au SMIB. Mais ça, je pense que ça a changé parce que c'était propre à la directrice. Euh, voilà. Mais après, dans tous les cas, ils y ont accès. Mais bon. Et puis aussi, en vrai, foncez à l'ESSEC parce qu'il n'y a pas les frais à payer. Voilà. Ouais, vous avez rien à perdre. Pas de frais de dossier, donc foncez. Juste pour le C'est SMIB, quoi? je sais que si vous voulez faire le SMIB, mettez que le SMIB parce qu'ils peuvent être Ouais, assez. c'est un bon point aussi. C'est vrai que ça peut être dangereux, entre guillemets, de candidater peut-être à plusieurs programmes par école. Surtout si, par exemple, vous dites je veux absolument faire que ça, sachant que, ils vont très certainement lire votre lettre de motivation, contrairement à quand vous candidatez en stage. Donc, si Exactement. jamais vous candidatez, vous dites je veux absolument faire ça, et que vous avez candidaté ailleurs, bah, ils vont vous épingler, et ça peut être dangereux. Et sinon, sur la dernière question, je sais qu'il y avait une dame de l'admin une fois qui avait envoyé un mail à un pote qui posait la question combien d'étudiants candidataient, intégraient le PGE de l'ESSEC. Bon, ça remonte un peu, mais je sais que on était autour des 10-15 par an. Enfin, ça dépend les années, hein. Et ensuite, à l'oral, en général, ils en prennent 4-5. Et ensuite, en admis, bah, ça dépend les années. Je sais que l'année dernière, enfin cette année, techniquement, on est plutôt nombreux, je pense, par rapport aux années précédentes. Enfin, on reste pas beaucoup, mais c'est quand même différent. Je crois il y a quelques années, ils en prenaient peut-être un. Là, ils en prennent deux, trois, quatre. Enfin, c'est un peu plus. Mm. Ouais, quand tu fais un PGE, tu rejoins du BBA au PGE, tu reprends en quatrième année. Tu peux pas aller direct en M2, à part. Le problème, c'est que j'aurai encore aucun retour sur le programme de l'ESSEC en un an, il commence à la rentrée prochaine. Ah ouais, par contre, ça, c'est une bonne question. Gabriel, on me l'avait posé avant. C'est est-ce qu'il est préférable directement dans les professionnels après un bachelor, faire un master après, un master directement après le bachelor? Je vais vous laisser donner vos avis. Moi, ce que je dirais, c'est qu'en France, c'est pas commun les bachelors. On n'est pas dans le système anglo-saxon où tu fais ton bachelor en arts. Tu te retrouves avec des mecs chez Goldman Sachs qui a fait un truc en histoire de l'art à LBS ou dans une super fac. C'est pas trop le système français. Et à l'international, j'ai vu des BBA avoir des super postes à l'international dans des fonds de PE, etc. Mais en France, j'ai pas vu ça. Donc, tu peux aller dans le monde professionnel, mais c'est dur de revenir aux études. Mm. Euh, Quand tu vas avoir ton salaire, que tu vas avoir ta liberté, est-ce que tu auras envie de revenir aux études, même si ton salaire il est pas énorme, tout ce que tu veux, tu sois bridé? Je suis pas sûr. Et à ce moment-là, tu passes sur une autre dimension, c'est le MBA. Et le MBA, en gros, il faudrait que tu fasses l'INSA dans MBA dans 5 ans. Et pour ça, il va falloir être très sharp. Ou sinon, tu as d'autres MBA comme celui de HEC ou de l'ESSEC, tu vois, mais ça a quand même moins de pouvoir. Vraiment, le MBA qui vaut le coup, c'est l'INSEAD en Europe. Mm. Dans le monde même. Bon, après, les trucs genre Wharton, Harvard, c'est quand même des bons MBA. Mais en Europe, ouais. Est-ce qu'il y a des BBA, c'est qui rejoignent le MIM de HEC? Vous en pensez quoi déjà de passer sur du professionnel après le bachelor? Non, c'est exactement Faut le faire. ce que tu disais. Je pense international, c'est top. Et après aussi, pour rebondir sur ce que tu disais sur le fait que tu n'as pas envie de retourner dans les études, moi j'ai deux potes, ils s'étaient dit bah, je vais faire un an travailler en CDD, voir ce que je ferai après. Et ils sont pas retournés dans les études. Ça fait 2 ans et ils bossent là. Donc, ouais, si vous voulez vraiment récupérer des gros postes en France, pour moi, il faut faire un bac+5 parce qu'on est malheureusement dans cette mentalité. Ouais. Mais si après vous avez une double nationalité ou vous avez la possibilité d'avoir un visa de travail ailleurs, en vrai, tentez ailleurs si ça vous plaît, hein. Oui, c'est très franco-français la distinction BBA, Mm. BBA. T'en Ouais, parles ouais. national, personne qui capte. Et je pense que le fait de, là, tu parlais de la double nationalité. Moi, je sais que typiquement, quand j'ai cherché un Mm. stage de 6 mois et que j'ai cherché en Allemagne, entre guillemets, il y a beaucoup moins le stigma de BBA par rapport, on va dire, au Mm. système classique entre guillemets, classique en France en 5 ans. Donc, on n'est pas du tout regardé de la même manière et les gens, en fait, ils s'en fichent un peu la longueur, entre guillemets, de notre parcours.
scolaire. En fonction de ce qu'on veut faire, je sais que c'est possible d'aller travailler direct après le bachelor. Par contre, après, il faut vraiment se dire qu'il faut se remotiver à revenir en cours. Et ça, quand on vient de travailler pendant potentiellement un Mm. an, c'est pas forcément pour tout le monde, surtout si on veut, enfin, on veut re-rentrer entre guillemets dans un parcours en management un peu classique où ça va reprendre 2 ans. Par contre, si vous faites, je sais pas, quelque chose comme une césure, vous faites 2 fois 6 mois de stage et qu'ensuite vous allez en MS, en vrai, ça, c'est pas déconnant. Parce que vous aurez beaucoup d'expérience et globalement, enfin, vous verrez pas l'année passer parce que vous serez concentré sur trouver un job pour l'année d'après. Donc peut-être que, on va dire, en tout cas, pour l'univers que je connais, qui est un peu plus la finance, je sais que ça se fait. J'ai vu cette question plusieurs fois. Est-ce que avec le billet, on peut rejoindre HEC? HEC Montréal, oui. HEC Paris, j'ai pas eu de preuve encore. Et je pense pas. Honnêtement, même en MS, c'est quand même ultra sélectif. Peut-être le X entrepreneur, si t'es un super entrepreneur et encore. Mais sur les autres masters, ils prennent généralement que des top écoles. Aussi, j'en ai pas parlé, mais il y a des masters, par exemple, Central ESSEC Data, il est pas mal. Mm. Il est assez intéressant. Les masters en entrepreneuriat, c'est la question, est-ce que on apprend à entreprendre? Ça, c'est une autre question. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre que j'aurais pu oublier? Ouais, donc si vous avez des métiers, par exemple le M8 Cage, en plus il est faisable en alternance si vous voulez faire des achats, qui peut être un métier sympa, il est pas mal. Et ça peut être un mélange, vous faites votre dernière année en alternance, et comme disait Camille, c'est un super bon sas de décompression entre le monde étudiant et le monde professionnel. En tout cas, moi, j'ai beaucoup de taf en ce moment entre Prépix, l'école et l'alternance, mais je regrette pas un seul instant. Parce que je sens que ça a beaucoup plus de sens et je suis sûrement comme beaucoup d'entre vous, moi les cours j'en avais marre à la fin et avec le côté alternance ça contrebalance puisqu'à moitié de la semaine en fait tu fais du vrai business voire plus. Donc vous pouvez voir ça aussi comme ça de décompression. Voilà. Hop, ah, nouveau message. Conseil pour le GMAT. GMAT, moi ce que je conseille le GMAT c'est le passer si vous allez à l'international en France, à part si vous êtes quelqu'un de natif anglo-saxon ou plus à l'aise en anglais qu'en français parce que vous venez pas de la culture française, là, ça aurait du sens. Sinon, en France, je vois pas trop l'intérêt parce que en fait, ça va demander des choses un peu plus matheuses que le Taj Mahal. Euh, Toi, Sébastien, tu as vu une autre expérience sur le GMAT ou c'était la même chose? Je sais que ça, enfin, ça dépend beaucoup si on est habitué à la langue. Parce que mine de rien, le fait que le test soit en anglais, enfin, on a l'impression que c'est rien parce qu'on est français, et on parle bien anglais, et puis voilà. En fait, il y a quand même des petites différences. Si on a vraiment été, on va dire, familiarisé, je sais pas, avec le slang anglo par exemple, je pense que ça peut être plus facile. Et après, je pense que juste le GMAT demande aussi plus de travail peut-être. Euh, enfin, c'est un petit peu plus, on va dire, complexe. Donc, à mon avis, la barrière de la langue est pas à sous-estimer. Et peut-être qu'il y a à fournir un peu plus de pratique au niveau de l'entraînement. Hmm. Ouais, GMAT, dites-vous si en fin de journée, est-ce que vous aurez la déterre de travailler sur un truc en anglais? Moi, je sais que les langues, plus je fatigue, moi, je suis bon en langue étrangère. Donc, c'est à voir. Et timing pour le ouais, conseil, j'ai pas trop. Et sinon, timing pour les formations qui débutent en janvier-février pour après une alternance. Ah, pour ceux qui finissent avec l'alternance en janvier, bah en fait, je crois pas qu'il y ait top formation qui ait des départs différés, hein. Généralement, les gros masters, ils ont des départs en septembre. Bah, je sais que, alors c'est vraiment des exceptions, mais moi j'ai deux très bons potes qui étaient en alternance et qui partent à l'ESCP en master en finance l'année prochaine. Mais je sais que c'est des exceptions, enfin c'est des trucs qui sont pas beaucoup, enfin c'est vraiment très rare. Donc Ouais, si, enfin, c'est enfin, si la question c'est sur les départs enfin les reports d'admission par exemple pour les alternants qui finissent entre guillemets un semestre après, vous pouvez tenter dès la quatrième année et voir si ça marche. Après évidemment ça vous coûte de l'argent. Et sinon si jamais ça marche pas, par contre l'avantage c'est que votre dernier semestre en général enfin, vous faites vraiment pas grand-chose, donc vous êtes vraiment très très libre. Et donc, vous pouvez vraiment aborder les candidatures, on va dire, sereinement, vous avez du temps. Et vous pouvez vous avez beaucoup de temps pour préparer le GMAT à votre dernier semestre, peut-être, pendant votre alternance, alors, en fonction de ce que vous faites. Et vous avez beaucoup de temps pour préparer votre test pendant les vacances et potentiellement pendant le dernier semestre. Et comme vous pouvez le reprendre 2 fois, enfin, faire 2 fois le test, vous avez de la marge. dans quelle mesure l'alternance en BBA est-elle valorisée dans les candidatures pour un master? Pour les écoles de commerce, globalement, c'est un peu d'XP en plus, mais c'est pas
game changer. Pour les autres formations, je suis un peu moins expérimenté, mais je pense que c'est un avantage dans le sens où tu as un peu plus d'expérience. Mais si ton dossier est pourri, que tes scores ils sont pourris, c'est pas l'alternance qui va changer tout ça. Même si l'alternance c'est super. Moi, j'aurais dû la faire quand j'étais au BBA. Je sais que maintenant vous avez des rythmes un peu plus sympas. Mais franchement, c'est super. Et c'est aussi à inclure dans les stratégies pour ceux qui veulent faire des PGE. Moi, ce que je conseille, c'est que vous faites la première année, vous la faites. Ensuite, vous faites pour ceux qui veulent faire surtout conseil, finance et qui vont pas aller en MIF, vous faites première année, puis césure. Comme ça, vous faites une P1, je sais pas, dans une boîte, dans une boîte du CAC 40, ensuite P2, dans une grosse boutique, et ensuite vous faites la dernière année en alternance, et après vous signez votre CDI ou je sais pas, vous faites le tour du monde. Mais vous en aurez sûrement marre sinon à la fin des cours. Hop. Bah, si vous n'avez pas d'autres questions. Ah, ah ouais, tu avais reposé. Si on a un très bon poste en sortie de bachelor, est-ce que la différence avec ceux qui ont un M2, c'est face au fur et à mesure des années dans l'entreprise? Moi, je vais te raconter une anecdote. J'étais dans. Je vais pas... J'en ai parlé un peu plus tôt, mais j'étais dans une boîte du CAC 40, dans la direction Strat. Et il y a un mec qui était polytechnicien qui est venu vanner son N-1 parce qu'il avait fait le M Lyon. Donc, dans les grosses boîtes françaises, il y a quand même une tendance à juger au diplôme, qui est parfois un peu malaisante, surtout quand le mec il a 50 ans. Je pense que ça peut s'effacer, par exemple, tu vois, dans la tech, ça doit beaucoup moins compter que dans une boutique M&A ou dans un cabinet de conseil en strat. Mais ça, c'est une vraie question, tu vois. Genre, si tu as une vraie proposition de CDI en bachelor, c'est quand même quelque chose à considérer. Si tu n'as pas d'offre en sortie de bachelor, moi, je conseillerais aux gens de continuer. Mais si Euh, c'est un très bon poste. Moi, j'ai un truc aussi à rajouter. Enfin, c'est aussi style anecdote. Mais je sais que à poste égal, on est vraiment. Enfin, la différence de salaire en entrée, elle est réelle. Enfin, c'est pas juste un mythe. Ça va jouer à 2 euros. Et ce qu'il faut bien avoir en tête aussi, c'est que même si vous vous dites, bah, la première année, c'est pas grave, ça va se rattraper. En fait, si on va dire vos augmentations elles sont calquées sur votre salaire initial. Si vous démarrez avec un salaire plus bas, en fait, plus les années vont passer, plus les augmentations, enfin, votre augmentation de salaire sera basse par rapport à quelqu'un qui a une augmentation de salaire qui a démarré plus haut que vous. Donc en fait, c'est vraiment quelque chose qui va vous suivre pendant très longtemps. Et enfin, faut pas juste se dire, ouais, bah, au pire, c'est pas grave, je rattraperai. Souvent, il y a des grilles qui correspondent à votre école, votre âge, votre expérience et ce genre de choses. Et le fait de démarrer en M2 en France, enfin, Hugo et François en ont parlé, enfin, c'est vraiment en France, le M2, c'est vraiment enfin, c'est le système qui existe. On n'est vraiment pas dans un pays comme l'Angleterre ou aux États-Unis où ils sont plus ouverts à des parcours un peu différents. Ouais. Pour revenir, peut-être que je pourrais vous l'envoyer, mais j'avais la grille des CR de KPMG. Bon, c'était celle de 2018 ou 2019. Mais l'important, donc c'était 43 000 pour quelqu'un qui avait fait une parisienne. Et plus tu descendais, par exemple, un BBA, un bachelor, tu étais dans les 33 000. Donc tu es sur un écart quand même de 30%, ce qui est assez conséquent. Et avec les intérêts composés, ça augmente. Donc vraiment, sur les entreprises à grille de salaire, c'est assez violent quand tu es BBA en tout cas. Ou même, tu vois, par rapport à quelqu'un qui aura fait le Normandie, je crois que il est au même niveau qu'un BBA. Et tu as 32K, tu fais de l'audit en Big Four, donc tu as quand même des grosses horaires. Ça picote un peu si tu as 30% de différence avec celui qui travaille avec toi. Donc dans les grands groupes agri, ouais, faites attention au master. Après, si vous faites freelance, je sais pas, vous faites freelance digital marketing, là, oui, ça va pas changer grand-chose à part. C'est vrai, quand vous êtes en grande école, il y a un espèce de respect immanent envers vous. C'est le prestige symbolique du master. Je suis pas sûr que ça change grand-chose à part sur ce que vous êtes, mais vous êtes apprécié différemment. Je l'ai vu sur les offres que j'ai reçues quand j'ai réussi à faire, en faisant des stages en strat en BBA, ça aurait été des galères, ce genre de choses. Ça veut pas dire que vous y arriverez pas, mais qu'il va falloir mettre plus d'efforts. Et même, j'ai vu, il y a quand même des mecs qui ont fait des super carrières avec le BBA, hein. Après, c'est souvent à l'international quand même. Ouais, je suis d'accord. Enfin, j'appuie aussi là-dessus parce que moi, je cherchais un stage pour janvier. Et clairement, en entretien, on nous dit, ah, vous avez fait un BBA, vous avez continué en master. Après, ou même ailleurs, enfin, j'imagine que c'est assez similaire. Plus vous arrivez à viser haut ou dans l'école qui vous plaît, mieux c'est regardé par le recruteur ou la personne en face, parce que ça montre que vous êtes motivé et que vous avez envie de continuer. Et eux, on va dire, ça leur parle plus. Mm. Voilà. Est-ce que, bah, s'il n'y a pas d'autres questions,
Est-ce qu'on a un mot de la fin pour chacun d'entre vous? Ouais, en vrai, stressez pas, hein. Ça va bien se passer. Je sais que vous rentrez dans une phase où c'est un peu les masters, tout ça, c'est stressant, mais je pense que vous aurez ce que vous voulez si vous travaillez et que vous imitez les moyens. Euh, Voilà. et moi, Essayez de relativiser. franchement, un des premiers trucs, c'est sous-estimez pas votre profil. Parce que en fait, on vous a tellement. En fait, les jeux vous ont tellement rabâché que vous étiez des guignols que en fait, à la fin, on finit presque par y croire. Et je sais que en fait, c'est pas parce qu'on pense qu'on n'a aucune chance que enfin, ça vaut pas le coup d'essayer. Enfin, le seul truc que vous pouvez perdre, honnêtement, vu que surtout que tout ce qui est les programmes à l'ESSEC sont gratuits, entre guillemets, parce que la candidature coûte rien, c'est d'essayer. Donc certes, c'est chiant les échecs, mais si ça marche, il suffit que ça marche une fois et vous serez content. Vous sous-estimez pas de ce point de vue-là. Et surtout, enfin, il faut vraiment s'y prendre à l'heure, enfin, on va dire à temps. Tout ce qui est préparation des dossiers, les tests et autres, ça prend vraiment pas mal de temps. Le plus tôt vous avez ça en tête, même juste l'avoir en tête, ça va vous donner un gros avantage quand ensuite après, il faudra vraiment mettre un coup de collier pour avancer. Ouais, Moi, en vrai, c'est quand même bien reconnu le bachelor. Enfin, Hugo, t'es plus calé que moi, tu connais les écoles et tout. Mais globalement, je pense que c'est bien reconnu dans toutes les, dans toutes les filières éco, gestion, tout ça, management. Euh, les, les autres candidats qui pourront faire de long, c'est Ingé, Pharma. Enfin, c'est ce que j'ai pu voir ouais, dans mes très apprécié à recrutements. l'ESSEC. Mais globalement, sur tout ce qui est éco-management, c'est un des meilleurs bachelors de France. C'est le meilleur. Le meilleur, oui. Bah, maintenant qu'il y a celui d'HEC, on va voir. Mais en tout cas, c'était le meilleur. Vous avez des super possibilités. Je suis totalement d'accord Ouais. avec les précédents. Faut pas s'auto-censurer. Moi, c'est quelque chose que j'ai vu l'année dernière. Même quand j'étais candidat, moi, en fait, je n'ai pas présenté les SEC. C'est que je me suis dit, je vaux pas le coup, tu vois, mentalité BBA, tout ce qu'on se dit depuis toutes ces années. Et en fait, finalement, maintenant que je suis en PGE, je me dis, ouais, donc c'était vraiment. Il n'y a vraiment rien qui change dans ce que je suis. Ou même au niveau des cours, vous le savez, vous avez les mêmes cours depuis toutes ces années. Donc maintenant, avec une bonne préparation, vraiment, vous êtes. Bon, là, ça commence à vraiment être dans la période. Moi, j'ai commencé à un peu plus tôt, mais à 1 ou 2 semaines près. Pour avoir des super trucs. Préparez bien vos tests à l'avance. Ah, dernière question, mais pas grave. Je continue sur mon mot de la fin. Préparez-vous bien, croyez en vous et pas Mm. d'autocensure, vraiment. Je pense que c'est la pire erreur que vous pouvez faire, c'est vous autocensurer dans la façon dont vous allez aborder ça. Parce que le BB est quand même globalement bien reconnu, hein. Camille, elle a peut-être dit oui, on est mal jugé, mais la vérité, c'est que la plupart des. que si vous avez fait la fac de n'importe quelle fac, il y a Ouais. quasiment personne qui rentre à Dauphine, dans tous les cas. On, Euh, on reste quand même dans un microcosme, enfin, école de commerce, hein, donc on se regarde le nombril et tout, mais il y a quand même de la France entière qui veut postuler aux écoles et tout. Enfin, pas la France entière, mais en vrai, on est quand même bien. donc oui, même si vous ne pouvez pas avoir HEC, bon, de toute façon, il n'y a que 20 places pour toute la France, tous les, tous les mecs qui en AST. Vous avez la moyen de faire des super choses. Euh, Ensuite, ouais, je réponds à ta question maintenant, Emma. Est-ce que le programme PGE n'est pas trop répétitif avec les cours du BBA? Un peu au début, après tu peux choisir tes spé, mais je suis honnête, moi si j'ai fait un PGE, c'est pas par rapport à la qualité des cours qui sont quand même globalement assez semblables, parce que je pourrais pu trouver en BBA, c'est pour les opportunités que ça ouvre. Je suis honnête, en termes de salaire, de contact, de tout ce que tu veux, de screening, donc être recruté par les meilleurs cabinets, conseils, entreprises, banques, c'est ça, c'est pour ça que je l'ai fait. Si tu vas pour le challenge intellectuel, je suis pas sûr que tu y trouves ta part. Par contre, si tu vas pour le prestige et ce genre de choses, tu le trouveras et les opportunités. Et enfin, je vous ai mis tous les LinkedIn dans la description. Donc, allez remercier chaleureusement comme ils ont pris de leur temps, euh, leur temps de week-end du vendredi soir. Merci d'être venus. J'ai mis les LinkedIn, vous pouvez nous contacter. Vous pouvez me contacter. Moi, justement, je suis assez calé puisque j'ai préparé pas mal de personnes. Donc, vous pouvez m'envoyer un message sur LinkedIn. Là, j'ai mis le QR code vers mon site internet. Regardez les vidéos que j'ai fait, likez-les, partagez. Si vous avez des questions par rapport à votre dossier, comment vous y prendre, vous pouvez prendre des liens sur mon calendrier. Vous pouvez me contacter par message, ce sera avec grand plaisir. Je suis super fier en tout cas d'avoir fait cette conf et j'espère que je vous ai transmis un peu de ce que j'ai accumulé et que ça vous a été utile et croyez en vous. C'est bon pour vous? Et je vous enverrai le replay, vous inquiétez pas. Ouais, bonne soirée. Ouais, bonne soirée.